Et nous reviendrons dans quelques instants à cette escalade entre l'OTAN et la Russie. Mais d'abord, ce sondage extrêmement spectaculaire. Votre sondage, Frédéric Dabi, merci beaucoup de nous avoir rejoints. IFOP pour Sud Radio et l'opinion que nous développons ici. On va tout de suite le détailler avec vous. Manon Aubry, députée européenne et les filles. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Natacha Polony. Bonsoir David. Bonsoir et merci à vous Renaud Pila. Bonsoir à tous. Regardons tout de suite une des premières hypothèses, plusieurs hypothèses qui ont été testées et arrêtons-nous à la première sensation du jour, c'est la percée de Raphaël Glucksmann à 15%. Oui, elle est concomitante d'une forme d'effondrement des candidats du bloc central. C'est le premier sondage publié depuis presque 4 mois. Et c'est vrai qu'il y a encore 4 mois, il y avait une sorte de dissociation entre un président de la République impopulaire, une crise politique, et il n'y avait pas d'impact sur les figures du bloc central. L'impact est réel, elles sont très fortement touchées. Édouard Philippe était entre 21 et 24% il y a encore quelques mois. Et clairement, le réceptacle d'un électorat macroniste, c'est Raphaël Glucksmann. Ce qui est très intéressant quand on voit cette première hypothèse avec Marine Le Pen, c'est que le seuil de qualification pour le second tour serait, soyons bien sûr prudents, serait très bas, puisque et Jean-Luc Mélenchon, et Raphaël Glucksmann, et Édouard Philippe peuvent prétendre se qualifier derrière l'intouchable en termes de duo, en termes d'écart de Le Pen ou Bardella. On va tout détailler évidemment, la force du RN et Marine Le Pen et Jordan Bardella, et où les deux de toute façon sont très forts. La situation de M. Mélenchon, la curiosité autour de Villepin, 5%, est-ce que c'est peu, c'est beaucoup, mais restons un instant sur Glucksmann, ce phénomène de la gauche traditionnelle, comment appeler ça Renaud Pila, comment est-ce que vous l'appelez cette gauche-là? Social-démocrate. Ouais. C'est un espace social-démocrate, social-européen. Certains l'avaient enterré. Certains l'avaient enterré, mais on se retrouve là avec une candidature effectivement qui est élevée, mais 2 points. Premièrement, c'est la classique valeur refuge. C'est une valeur refuge pour l'instant, parce que vous avez les macronistes de gauche qui sont partis, et donc vous avez effectivement Glucksmann qui récolte les voix des macronistes de gauche. Attention aux candidatures refuge. On sait ce que ça donne en campagne. Deuxième point, une élection, c'est pas une statique, c'est une dynamique. La campagne compte énormément. Là, c'est une photo aujourd'hui. Oui, et on est loin, bien sûr. On est loin. Mais effectivement, c'est une bonne base de départ. Après, tout reste à faire en campagne. Je vous trouve quand même très retenu. Moi, j'ai pas d'action chez M. Glucksmann, mais c'est un petit phénomène quand même. Oui. Disons les choses. Combien ont fait les socialistes à la dernière présidentielle? Ils ont fait 1,7. Combien? 1,7. Bon, entre 1,7 et 15, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'est pas socialiste. Il est place publique. Il pourrait être soutenu par le parti. Non, mais c'est vrai, il fait x14. Non, mais ce qui me frappe déjà, c'est que quand on additionne toutes les voix de gauche, on a toujours une gauche qui plafonne à peine à 30%. Je rappelle qu'en 1980, c'était 43%. En 2012, c'était 44%. Donc là, quand même, ce qui est frappant, c'est la façon dont ça se redistribue au sein d'un espace qui est quand même rétréci. Et après, en effet, la social-démocratie, elle s'était portée sur Emmanuel Macron en 2017 parce qu'il incarnait ça. Aujourd'hui, c'est sur Raphaël Glucksmann. Encore une fois, la question, c'est celle du projet et de la façon dont se nouent des dynamiques autour d'un projet. Pour l'instant, on en est quand même très loin. Tournons-nous vers Madame Aubry. Première réaction. Alors, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, se porte bien. On n'est pas, il reste fort, mais quand même, il est dépassé là par Raphaël Glucksmann. Écoutez, il y a plusieurs choses à dire ou ne pas dire avec ce qui est en réalité un sondage à 2 ans des élections. Bien sûr. Pour la petite anecdote, je suis allée regarder en octobre 2021 ce que donnaient les sondages, et le sondage de l'IFOP. Et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, était à 7%. Donc je me dis qu'on part dans cette campagne avec 5 points de plus que la campagne précédente, sachant qu'on est arrivé à faire 22% et que ce qu'on en croit à l'heure actuelle des choses, le seuil d'accession au second tour n'a jamais été aussi bas. Je me dis que nous n'avons jamais été aussi près d'accéder au second tour. Je le dis un peu à la rigolade quand même, parce que c'est vrai que sans savoir ni même quand, ni même dans quelles conditions les élections présidentielles vont se tenir, sans qu'il y ait une bataille projet contre projet. C'est la beauté de la démocratie. Madame Aubry, vous aimeriez que ça s'accélère. Donc si on vous suit, ça pourrait être bientôt. Moi, écoutez, je pense que je suis comme beaucoup de Français à se dire qu'encore 2 ans d'Emmanuel Macron, ça va être, sacrément long. Pour la présidentielle, 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, si vous le voulez. Mais on se dit tous que ça va être sacrément long. Qui passe en force en imposant Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Si on vous écoute, plutôt, si on suit votre projet, en revanche, si on suit votre idée d'une accélération du calendrier, il n'y a pas du tout
une bataille projet contre projet, comme vous venez de le dire, puisque vous avez 40 jours de campagne. Donc, il n'y aura pas de véritable campagne avec une possibilité pour les Français de trancher les problèmes. C'est tout le danger. Est-ce que vous pensez que les élections législatives et la campagne des élections législatives l'an dernier n'a pas permis aux Françaises et aux Français de débattre projet contre projet? Non. Je pense, au vu du taux de participation... Non, rien n'a été tranché. Vous pouvez juger que le pays est divisé, mais notre pays est divisé de manière tripartite. C'est ça aussi que dit ce sondage. On va pas refaire tout là. Je termine juste là-dessus. C'est un sondage, pardon, si je peux me permettre de vous interrompre. Aussi élevé aux élections législatives que l'an dernier. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt pour la chose. Mais oui, il y a un intérêt. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça peut se traduire, si demain devait y avoir une campagne présidentielle, par un vote massif. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. Madame Aubry et Natacha, petite motion d'ordre. Il ne s'agit pas, on a bien compris, c'est dans 2 ans. Mais comme c'est intéressant de voir l'évolution des personnalités, ne boudons pas le plaisir. C'est intéressant quand même de voir qui monte, qui descend avant de faire un grand affrontement général. Je me permets de faire un petit point de pédagogie. C'est dans 1 an et demi, mais ce sondage n'est bien sûr en rien prédictif de ce qui se passerait en 2027. On se serait vu le 29 septembre 2015, on n'aurait pas parlé Frédéric Dabi, arrêtez de tirer le frein à main. Non, je ne tire pas le frein à main. De prudence, on a compris. J'assume par contre le fait que ce sondage est un vrai game changer qui change le rapport de force électorale, que pour la première fois le bloc central est touché de plein fouet sur tout ce qui touche de près ou de loin. Marge d'erreur combien? 2 à 3 points. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Ne soyez pas modeste, Frédéric Dabi. Allez, soyez fiers. J'assume complètement. Mais surtout qu'à chaque fois, l'IFOP donne les meilleurs résultats de prédiction. Avant la. Ce ne sont pas des prédictions, mais non. Et en tout cas, aux Européens, avançons, s'il vous plaît. Regardons de nouveau ce premier tableau, parce qu'il y a évidemment l'enseignement, s'il vous plaît, l'enseignement Glucksmann, où effectivement là il se passe quelque chose, et Marine Le Pen, insistons, parce que ça c'est l'autre point, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, on verra tout à l'heure les différences, en réalité 33, 34, 35, l'un ou l'autre reste extrêmement fort. Oui, bien sûr, 33% c'est fort. Alors, on a eu d'autres sondages effectivement qui donnent cette puissance, mais moi ce qui me marque c'est qu'elle reste. Elle reste. 33%, vous savez, François Mitterrand disait, lorsqu'un candidat au premier tour dépasse 30%, il a de très bonnes chances de devenir président de la République, candidat ou candidate. Pourquoi ? Parce que à 33%, ce qui compte, c'est la dynamique du premier tour. Vous vous rendez compte que Marine Le Pen ou Bardella font le double de leurs rivaux, plus du double de leurs rivaux. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ? On va venir sur Retailleau et le bloc central. Mais Bardella, Le Pen, le phénomène. Le phénomène, Darius, c'est que vous avez une porosité qui est énorme entre l'électorat de droite et le RN, et vous avez un RN qui a aspiré une grande partie de l'électorat de droite dans le sud de la France. Allez dans le sud de la France, discuter avec des élus locaux, et ils votent RN à 50-60%. Non mais c'est tout à fait vrai. Après, il faut regarder le fait que ce n'est pas encore une campagne et que donc l'égalité entre Jordan Bardella et Marine Le Pen dans ce sondage, c'est en dehors de toute campagne électorale qui pourrait révéler les faiblesses de certains candidats. De toute façon, ce serait l'un ou l'autre. On ne pourra pas comparer dans une campagne. Darius, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas la même chose. Marine Le Pen et Jordan Bardella en campagne. Alors attendez, allez au bout de votre pensée. Qui serait meilleur en campagne d'après vous ? De même que Jean-Luc Mélenchon a tendance à monter pendant les campagnes électorales, le RN a tendance à baisser. Qui serait meilleur selon vous ? Dans une campagne présidentielle, il vaut mieux avoir de l'expérience, une vision du pays, avoir une connaissance de la vie des Français, en particulier des entrepreneurs. Donc vous m'aurez compris, je pense que... je ne vous ai pas compris, soyez explicite. Souvenez-vous du dernier débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. À 65 ans à eux deux, il n'y en avait pas un qui avait bossé 1 heure dans une entreprise ou quoi que ce soit. Pardonnez-moi, ça se voit. Marine Le Pen, c'est ça qui est très intéressant. Ce que dit Natacha Polony est très juste, mais pour l'instant, et c'est très spectaculaire, globalement, ils font exactement les mêmes scores, et même par catégorie, il n'y a que l'épaisseur du trait. Ce qui est notable, quand on interroge les électeurs acquis ou potentiels du Rassemblement national, ils ne sont pas sur une logique de choix. Non, bien sûr. Ils sont sur une logique d'alternative. C'est tous les propos qu'on entend sur le terrain et dans nos enquêtes qui disent c'est autour du RN, ils n'ont jamais été essayés, ils ne feront pas pire que les autres et ils vont permettre au pays, pour ses électeurs, de sortir de la crise parlementaire et politique. Manon Aubry, votre regard là-dessus, est-ce que c'est aussi, de votre point de vue, chacun juge, certains évidemment s'en réjouissent, mais de votre point de vue, est-ce que c'est aussi votre échec ?
Non, moi je pense que c'est notre adversaire principal. Par contre, on ne va pas se raconter d'histoire. Et j'entends aujourd'hui ce que vous dites sur l'envie d'une alternative. Et je pense qu'un des enjeux et de notre responsabilité à nous, à gauche, est de montrer aussi, notamment d'un point de vue économique, puisqu'on va beaucoup parler du budget dans les semaines et les mois à venir, à quel point le Rassemblement national incarne une forme de prolongation du macronisme sur les questions économiques. On discute beaucoup en ce moment de comment trouver de l'argent. Vous faites un mou de la tête, mais je vais vous donner des exemples. Quand il s'agit de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, le Rassemblement national et les macronistes sont d'accord. Quand il s'agit de voter contre l'augmentation du SMIC, les macronistes et l'extrême droite sont d'accord. Je pourrais vous faire une liste assez longue comme le bras, parce qu'en réalité, on voit, et de ce point de vue, je suis d'accord avec Natacha Polony, qu'il y a une petite peut-être nuance entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Jordan Bardella essaie de séduire encore plus le milieu économique, le MEDEF, et de ce point de vue-là veut incarner une valeur refuge pour un électorat de droite classique qui cherche à défendre ses intérêts, qui sont les intérêts de la classe dominante d'un point de vue économique. Et donc l'enjeu, je pense, pour la gauche pour cette élection, et moi j'en appelle d'ores et déjà à une mobilisation dans ce sens, ça va être la mobilisation, ça va être la participation, parce qu'on va nous dire dès le début, le Rassemblement national a gagné, ça sert à rien de se mobiliser. On nous avait dit exactement la même chose sur les élections législatives. 27 sondages sur 27 dans l'entre-deux tours donnaient l'extrême droite gagnante. Ils ont perdu. C'est un élément de langage que vous sortez sur le plateau. C'est un fait. Il y a eu 27. Est-ce qu'il y a eu 27 sondages dans l'entre-deux tours? Mais il n'y a pas eu 27 sondages dans l'entre-deux tours. Déjà en 5 jours, c'est pas possible. Si, il y en a eu 27 sondages pendant toute la campagne. Il n'y a pas que votre institut de sondage, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais dans le dernier sondage IFOP fiducial pour LCI ici sur ce plateau, une hypothèse de fourchette de sièges donnée la gauche devant le RN. On ne peut pas dire que 27 sondages sur 27... Vous savez comme moi qu'à aucun moment n'a été envisagée une victoire de la gauche, mais c'est pas grave. Vous avez le droit aussi. Je ne dis pas que vos sondages sont faux. Je dis juste que... C'était pas des sondages, c'était des projections en sièges. Oui, et que c'est une photographie à un instant donné. C'était pas une photographie, c'était des projections. Allez, avançons un peu. D'autant plus difficile à faire, mais vous voyez comme moi que l'enjeu, et ça a été ce qui a été globalement sous-estimé à ces élections-là, ça a été la participation. Et c'est pour ça que ce sera une donnée importante de l'élection présidentielle. Il faut souhaiter, quel que soit le scénario, qu'il y ait une mobilisation la plus large possible. Et moi, en ce qui nous concerne, on va dire, soit vous voulez des gens qui continuent à défendre les intérêts de cette classe dominante, à faire en sorte de ne pas abroger la réforme des retraites, et report de voix au second tour. Mobilisation et report de voix au second tour. S'il vous plaît, l'un et l'autre. Arrêtons-nous un peu, s'il vous plaît, arrêtons-nous un peu au personnage, parce qu'on voit là, c'est pas qu'une question de programme. Là, on est vraiment ce qui est intéressant. On parle de personnages. Ce sont des incarnations. Selon deuxième sondage, deuxième cas de figure où on voit Jordan Bardella dans la liste. Et là, on retrouve de nouveau Glucksmann haut, Jean-Luc Mélenchon qui reste une force tout à fait considérable, Bruno Retailleau à 12. Ça aussi, on va le noter plus tard pour les forces des droites. Et puis, c'est la deuxième sensation, si on veut, de ce sondage, c'est la faiblesse de Gabriel Attal, qui formellement, sur le papier, est le successeur d'Emmanuel Macron, au fond, à la tête d'Ensemble ou Renaissance, comment ça s'appelle maintenant? Même s'il n'a pas dû... Ensemble République ou Renaissance, on va peut-être changer. Non, ce qui est très intéressant, c'est que Édouard Philippe, qui est touché par le rejet du macronisme, est arrivé quand même à se déscotcher d'Emmanuel Macron. Il n'est plus au pouvoir depuis juin 2020. Gabriel Attal, malgré ses efforts, malgré une rupture réelle avec Emmanuel Macron, apparaît pour les Français comme, je dirais... tributaire d'un droit de non. Ça marche pas pour l'instant. Attendez. Soyons clairs. C'était il y a 2 dimanches où il a un peu poignardé le président de la République. Je ne sais pas s'il a poignardé. Il n'était pas très sympathique. Non, mais attendez. On comprend bien. Toutes les semaines, Gabriel Attal essaye de se démacroniser en effectivement prenant de ses ailes. Mais alors les macronistes sont plus durs. Eux, ils vous diront non seulement il trahit, mais en plus la trahison ne marche pas. Ça, c'est la version macronienne. Effectivement, en coulisses, Emmanuel Macron en veut terriblement à Gabriel Attal, notamment d'avoir critiqué ouvertement la dissolution. Quand on trahit, il faut réussir. Ça, c'est une règle. Absolument. Ou plutôt quand le navire coule, il faut partir vite du navire. Moi, ce qui me frappe effectivement dans le bloc central, c'est que les candidats Édouard Philippe, il est bas, très bas. Gabriel Attal, 10%. L'impopularité d'Emmanuel Macron entraîne dans sa chute extrêmement fort les candidats qui ont été au pouvoir à Matignon. Deuxièmement, vous avez effectivement une partie du... J'aimerais bien que vous restiez sur les personnalités, parce qu'on parle de Gabriel Attal et vous me parlez de la faute, de trucs, de machin. Gabriel Attal, pourquoi, selon vous, est-ce que lui ne réussit pas? Parce que la présidentielle, ce sont des incarnations. C'est une bataille d'hommes et de femmes.
On est sur le projet, mais c'est pas le projet, c'est la façon de le dire, c'est le verbe, et c'est pas Manon Aubry qui me démentira, c'est la qualité de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il est en meeting. Donc vous avez un Gabriel Attal qui, me semble-t-il, avait une incarnation lorsqu'il était Premier ministre, et depuis qu'il n'est plus à Matignon, il a reculé en incarnation, il a rajeuni, je trouve, en termes d'image. Même on le voit sur les images, dans ses discours, et on n'a pas l'impression qu'il a l'étoffe du chef de l'État. Quant à Édouard Philippe, vous avez des nouvelles, vous, d'Édouard Philippe ? Moi, j'en ai pas. Et le silence n'est pas, à mon avis, en politique, une grande force avant un scrutin. Gabriel Attal. Une élection présidentielle doit normalement faire s'affronter non seulement des personnes, mais des personnes qui portent une vision. Pas un programme, pas un projet, une vision de la France. Être capable d'emmener les Français, de leur dire « je veux » telle France pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Est-ce que réellement vous pensez que Gabriel Attal a cette force d'entraînement ? Il est très sympathique, il a certainement beaucoup d'avenir, mais pour ce qui est du présent, je pense qu'il y a un petit problème d'épaisseur. Simplement, si vous regardez ce qui est frappant dans ce sondage, c'est que vous avez une force qui est une force de contestation, qui est le Rassemblement national. Et je continue à penser que beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national votent non pas par adhésion complète à ce qu'incarne ce parti, mais avec l'idée que c'est la meilleure manière de changer. C'est tout ce qui reste du changement. Mais tous les autres sont totalement émiettés, parce qu'en fait, aucun projet ne se distingue et ne fait envie aux Français. Natacha, c'est ça qui est l'adhésion a progressé. L'adhésion a construit. Bah oui, bien sûr. Mais ça fait longtemps. Mais le truc de dire c'est le vote du ras-le-bol, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous regardez les taux d'adhésion, ils sont extrêmement forts. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'adhésion. Je dis qu'il y a malgré tout cette idée que c'est le seul parti qui constitue une véritable alternance, et que c'est bien ça le problème. Mais pour autant, si vous proposez aux Français un projet qui est un projet républicain, universaliste, qui répond à leurs demandes, mais qui ne porte pas l'histoire du Rassemblement national et ses dérives, je peux vous assurer que là, vous verrez à quel point... Vous aurez noté mon extrême réserve. Parce que je ne vous demande pas quel est le truc là que vous avez là, comment on appelle ça, le QR code. C'est une broche, c'est très joli. Alors je pense que je ne sais pas si on peut, je sais pas, je jamais volontiers votre broche, mais je ne sais pas si on peut avec son téléphone portable. Mais je crois que c'est votre revue l'Audace. Voilà. Parenthèse fermée. Une revue qui s'appelle l'Audace. Félicitations. Et vous n'êtes pas en campagne électorale, pas encore. Alors, non, je porte une revue. La traduction sociologique de ce que vient de dire Renaud Pila et Natacha Polony sur l'émiettement du bloc central, c'est l'incapacité d'Édouard Philippe à 47%, de Attal à 36%, François Bayrou 10% et Darmanin à 25% à reprendre l'électorat macroniste, qui va chez Raphaël Glucksmann, qui va chez Marine Le Pen ou Bardella entre 10 et 13%. Ça paraît peu, ça fait 2-3 points. Qui va à 5% chez Jean-Luc Mélenchon. Une des luttes entre Glucksmann et Édouard Philippe, s'il y a candidature présidentielle, c'est faire revenir cet électorat centre-gauche, centre-droite, qui pour l'instant est devenu complètement volatile. Prenons une troisième hypothèse que vous avez testée, Frédéric Dabi, où c'est Marine Le Pen qui est parmi les candidats, et elle est extrêmement intéressante parce que là on a une vision d'ensemble, y compris de l'ensemble des forces de droite. Et dans quelques instants, on recevra Marion Maréchal, qui plaide, elle, pour une union des droites. On verra ce que représente en termes électoraux. Mais alors là, un mot d'abord, parenthèse d'abord sur Dominique de Villepin. Il est une des curiosités de cette pré-campagne. 5%, c'est beaucoup, c'est peu? Oui, ça me paraît pas tout à fait respectable. Donc 4 et 6%, ça lui a différentes hypothèses. Lui, il a un électorat extrêmement composite. Il prend du Jean-Luc Mélenchon 2022, de l'Emmanuel Macron, du Éric Zemmour. Il a plutôt un électorat âgé. Vous en parlez comme dans Vieux Bordeaux. Non, mais il y a une variante, Merlot. Mais vous savez, Dominique de Villepin, il a un axe qui est très très intéressant. Il parle d'un sujet que les Français, par rapport auxquels sont de plus en plus intéressés, ce sont des questions internationales. L'époque où l'international était absent des campagnes présidentielles, où on en parlait de manière anecdotique, vous l'avez relevé dans un tweet, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, où on cite le poète russe Lermontov en fin de débat, sous le mode de la blague, pour parler du conflit russo-tchétchène. C'est terminé. Les Français se disent, ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs, ça peut avoir un impact sur ma vie quotidienne. Et Dominique de Villepin, sa fragilité, c'est le côté composite et complètement éclaté de son électorat, mais entre 4 et 6% à 1 an et demi du vote, c'est tout sauf ridicule. Regardons encore cette liste, la puissance des droites. Comment est-ce que vous l'évaluez? Alors chacun ira de son calcul jusqu'où va la droite. Sur cette antenne, c'était chez Elisabeth Martichoux, Laurent Wauquiez disait de Darmanin à Sarah Knafo. Chacun a sa définition, mais là, Dupont-Aignan, Zemmour,
Retailleau, ensuite évidemment Marine Le Pen. Voilà, que pèsent les droites? Qu'est-ce que vous dites, vous? Dans cette enquête, c'est quasiment 50%. Moi, ce qui me frappe, et Nacha Polony l'a bien dit, c'est le poids très faible de la gauche. Depuis 2017, à toutes les élections nationales européennes comprises, la gauche ne dépasse pas 30-32%. En 2012, c'était 43-44%. C'est lié à des incarnations qui peuvent être répulsives. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, en dépit de sa force, à une élection présidentielle. Et c'est lié aussi à l'inadéquation sur beaucoup de sujets, sur ce que disent les leaders de gauche et ce que pense le peuple de gauche. Donc là, le pays s'est droitisé. Bien sûr, le pays s'est droitisé. Il n'y a pas que la France. Je regardais ce week-end l'ensemble des pays européens. Un sondage en Grande-Bretagne, incroyable, un choc en Grande-Bretagne. Nigel Farage, souverainiste, parti de droite nationale et populiste. Plus de 30%. Il aurait, si demain il y avait des élections en Grande-Bretagne, tenez-vous bien, 333 députés. 333 députés. Comme en 2017, les deux partis de gouvernement en Grande-Bretagne s'effondrent. Meloni en Italie, le RN puissant en France, Orban en Hongrie, le VVV aux Pays-Bas, en Autriche, ils ne sont pas dans la coalition, mais ils sont puissants. C'est considérable. Vous avez une poussée de la révolution conservatrice et de la droite nationaliste qui est extrêmement forte. Vous avez, dernière chose, vous parlez des droites, le Parti républicain progresse, mais progresse lentement. On parle d'un phénomène Retailleau, on ne le voit pas dans ce sondage. Oui, enfin, pardon, la question de savoir si c'est la droite qui monte ou s'il y a un problème d'adéquation entre les discours politiques et ce qu'attendent les citoyens me semble encore à poser. Parce que la demande de justice sociale est énorme. Mais comme ça fait 30 ans qu'on explique aux citoyens que dès qu'ils demandent de la laïcité, de l'immigration, un contrôle de l'immigration et, on va dire, un ordre républicain, un respect des règles par tous, c'est qu'ils sont d'extrême droite, au bout d'un moment, ça glisse. Mais est-ce que ça veut dire réellement que foncièrement les gens ont un appétit pour l'extrême droite? Je pense surtout que une fois de plus, on a fait un cadeau absolument extraordinaire à l'extrême droite en abandonnant des thèmes qui étaient ceux de la République. Moi, si je peux intervenir dans le débat, même si je ne le ferai pas en tant que commentatrice, et je pense que il faut assumer ici d'être aussi un acteur, et c'est toujours un peu particulier de commenter des sondages, parce que je pense que nous, on doit être dans l'action. Mais sur l'échelon européen, il y a quand même un truc, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde dans tous les pays où il y a eu une union des droites qui a fait basculer les États dans l'extrême droite, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Suède, c'est le cas en Finlande, etc. Dans tous ces pays-là, il y a aussi un énorme échec de la social-démocratie. Et l'échec de la social-démocratie qui a élevé des promesses en matière sociale, en matière écologique, en matière de lutte contre les inégalités, en matière de pouvoir de vivre, en fait. Quand ces promesses ne sont pas tenues, alors oui, ça s'exprime d'une manière différente. Et moi, j'en tire la leçon que pour la gauche, c'est impératif de ne pas renoncer à l'ambition qui est la nôtre. De ne pas renoncer en se disant, finalement, on va aller conquérir cet électorat social mou qui est un peu au milieu, qui fait qu'on se perd politiquement, qu'on n'a plus de colonne vertébrale et qu'on n'a plus rien à proposer aux Françaises et aux Français. Question Manon Bry, pardon. Quand on regarde le panneau, le premier panneau, parce que c'est intéressant de voir qu'on dit que la gauche est faible. Relativement, il y a des forces de gauche qui sont considérables. D'abord vous-même, Jean-Luc Mélenchon, ça reste une force très importante. Et Raphaël Glucksmann. Projetons-nous, imaginons par exemple que ce soit Glucksmann qui soit au second tour. Est-ce que vous dites le soir du premier tour on le soutient? Mais vous savez, faire un appel au second tour 2 ans avant qu'une élection se déroule... Non, mais c'est pas un appel, on l'a bien compris. De nouveau, Darius Rochemin, soyons un peu sérieux ce soir. Je veux bien venir avec vous commenter les sondages. Manon Bry, vous appelez à une anticipée. Vous appelez à une anticipée. Mettons que la présidentielle en février. Écoutez, déjà, dans cette hypothèse, vous ne prenez pas l'hypothèse d'un candidat issu de la primaire que veulent organiser Olivier Faure, Marine Tondelier, etc. Laquelle primaire à laquelle ne souhaite pas participer Raphaël Glucksmann. Donc déjà, il vous manque un candidat. Ils le prennent de quoi? Ils prennent en compte. On a une hypothèse avec Olivier. Là, en l'espèce, les scénarios qu'on nous a présentés ce soir, il n'y a aucun des scénarios qui ont été présentés à l'antenne qui prennent en compte un candidat issu de la primaire. Première chose. Il est inquiet, il vous regarde d'un œil inquiet, Frédéric Dabi. Vous êtes redoutable pour commenter les sondages ce soir. Regardez-le, il a peur là. Moi, j'aime bien parler de fond. C'est projet contre projet. Raphaël Glucksmann, si on regarde par exemple son contre-budget qu'il a proposé, il ne propose pas d'abroger la réforme des retraites. Absolument. Il ne propose pas de rétablir l'ISF. Il ne propose pas d'augmenter le salaire minimum à 600 €. Est-ce que c'est un homme de gauche pour vous? Est-ce que Raphaël Glucksmann est un homme de gauche?
Moi, j'ai du mal à le qualifier comme homme de gauche, notamment sur les questions économiques. Attendez, vous nous dites que Raphaël Glucksmann, vous n'êtes pas sûr que c'est un homme de gauche ? Mais je viens de vous faire des exemples très précis. Je vous donne un autre exemple. Il est droite ? Augmenter la CSG. Mais il est où alors ? Augmenter la CSG. En tout cas, il n'est pas de gauche. Il n'est pas de gauche. Et donc, je vous donne des exemples très précis. Augmenter la CSG. Quand même, c'est quelque chose, d'être Raphaël. Alors, tout est relatif dans la vie, mais quand même. C'est une forme de réincarnation du macronisme sur un certain nombre de sujets. J'espère qu'il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord. Mais aujourd'hui, quand on fait de la politique, c'est important, Darius Rochemain. On ne va pas prétendre qu'on n'est pas d'accord, qu'on est d'accord un jour et pas d'accord le jour d'après. Et moi, je ne fais pas cette offense à Raphaël Glucksmann. Il le dit très bien. On a des points de désaccord. À partir du moment où on a des points de désaccord, il faut qu'il y ait des projets politiques qui puissent se présenter